La pluie tombait comme un voile épais sur la ville de Lyon, transformant les rues en rivières silencieuses, et le matin en une scène grise et sombre. La boulangerie d'Armand était encore fermée, mais il s'y trouvait déjà, en train de préparer les premiers pains du jour, lorsqu'un bruit inhabituel attira son attention. Au début, il pensa qu'il ne s'agissait que du vent ou du martèlement régulier des gouttes sur les vitres, mais ce son persistait, irrégulier, pressant. Lorsqu'il ouvrit la porte arrière pour jeter un coup d'œil, il aperçut la silhouette, détrempée d'un chien de berger, debout sous la tempête, le pelage collé au corps et les yeux brillants d'une intensité qui fit frissonner Armand. L'animal ne semblait ni effrayé, ni à la recherche d'un abri. Il y avait dans sa posture quelque chose de plus profond, une sorte d'appel silencieux, comme s'il essayait de transmettre un message par la force du regard, un message que les mots ne pouvaient exprimer. Armand hésita quelques secondes, se demandant si le chien appartenait à un habitant du quartier ou s'il s'était peut-être perdu, mais lorsqu'il tenta de s'approcher avec un morceau de pain à la main, l'animal recula, remua la queue nerveusement, puis se retourna, brusquement, et s'élança dans la ruelle étroite derrière le bâtiment. Il y avait dans ce geste quelque chose qui n'était pas de l'instinct pur. C'était presque une invitation. Poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas, Armand prit son téléphone, appela la police, enfila son vieux manteau et partit à la suite du chien dans les rues inondées, les chaussures s'enfonçant, dans les flaques, alors qu'il peinait à suivre le rythme de l'animal. Le chien ne s'arrêtait pas, se retournait seulement de temps en temps, comme pour s'assurer qu'Armand le suivait toujours, puis reprenait sa course avec cette précision propre à ceux qui connaissent leur chemin. L'itinéraire semblait de plus en plus intentionnel. Plutôt que de passer par les grandes avenues, le chien contournait, empruntait des ruelles cachées, traversait des parcs vides où les arbres se tordaient sous la force du vent. La pluie ne cessait pas, et même avec la capuche sur la tête, Armand était déjà trempé, mais quelque chose en lui disait que revenir en arrière serait une erreur. Il y avait une urgence dans cette course muette, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite et alourdissait sa respiration. À un moment donné, en tournant un coin, il vit le chien s'arrêter brusquement devant un petit jardin entouré de murs, aboyer avec force et se tourner vers Armand, les yeux grands ouverts, presque désespéré. C'est à cet instant que la voiture de police arriva, freinant brusquement au bord du trottoir. Un groupe d'agents descendit rapidement, et parmi eux se trouvait la lieutenante Claire, dont les yeux se figèrent en posant leur regard sur l'animal. Elle ne dit rien au début, s'approcha lentement, les lèvres entr'ouvertes, comme si elle voyait un fantôme. Puis, d'une voix presque inaudible, elle murmura « C'est Max !» Et à cet instant, toute l'énergie alentour sembla changer, comme si le temps s'était suspendu un instant, soutenu par un secret prêt à émerger de l'ombre. Claire sentit ses jambes vaciller un instant, comme si le nom qu'elle venait de prononcer avait déchiré le voile du temps et rouvert une blessure qui n'avait jamais complètement guéri. Max n'était pas qu'un simple chien dans sa mémoire. Il était le lien perdu avec son frère Antoine, disparu il y a 5 ans lors d'un incendie qui avait partiellement détruit un foyer pour jeunes en périphérie de Lyon. À l'époque, les pompiers avaient retrouvé des corps calcinés et aucune trace concrète de plusieurs adolescents portés disparus, dont Antoine. Max, le chien fidèle de la famille, avait lui aussi disparu, emportant avec lui une partie de l'espoir de Claire. Elle avait tenté d'avancer, se jetant à corps perdu dans son travail de policière pour faire taire la douleur, mais chaque affaire d'enfant disparu ravivait l'angoisse de l'incertitude. Et voilà que, là, devant elle, Max était vivant, tangible, vibrant, et sa présence ne pouvait être une coïncidence. Il avait quelque chose à lui montrer, quelque chose qui liait le présent au passé avec des fils invisibles d'urgence. Les collègues de Claire l'observèrent en silence, remarquant le changement soudain dans son expression. Le chien, lui, n'attendit pas. Dès qu'il vit Claire, il aboya une seule fois avec fermeté, puis s'élança dans le jardin entouré de murs. Guidée par un instinct ancien, elle le suivit sans hésitation, sentant son cœur battre de plus en plus fort à chaque pas,
Le jardin était couvert de feuilles mortes, et un portail latéral entrouvert menait à un petit bâtiment bas, apparemment abandonné, aux fenêtres sales et aux murs décrépits. Max s'arrêta devant la porte, regarda en arrière, puis, là, poussa du museau et entra. Claire sortit la lampe torche de sa ceinture, demanda à 2 agents de l'accompagner et avança, tous ses sens en alerte. La maison dégageait une odeur de moisi et un silence épais. Au sol, des signes d'activité récente, de petites empreintes, des restes d'emballage, des couvertures improvisées. Tout indiquait que quelqu'un s'était caché ici, et cela ne datait pas d'hier. Au fond de l'une des pièces, derrière, une étagère renversée, un matelas sale et quelques vêtements d'enfants révélèrent ce que les yeux n'avaient pas encore vu. Quelqu'un hébergeait des mineurs dans cette maison. Et le cœur battant, Claire commença à relier les points. Max n'était pas seulement revenu vers quelqu'un de son passé. Il montrait un chemin, apportait des réponses que les années avaient enfouies. L'un des agents, en examinant l'intérieur de la porte arrière, découvrit des marques récentes de griffures, comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper, peut-être dans un moment de panique. La lieutenante sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Était-il possible qu'Antoine ait été parmi ces jeunes, ou pire encore, qu'il ait survécu pour tomber dans quelque chose de plus sombre? Alors que les questions s'accumulaient dans son esprit comme des nuages menaçants, Max aboya de nouveau, cette fois avec une tonalité aiguë, presque suppliante. Il courut vers un escalier menant au sous-sol de la maison, s'arrêtant en haut des marches, le corps tendu, les yeux fixés sur l'obscurité en contrebas. Claire, le cœur battant et une lueur d'espoir rallumée parmi les décombres du doute, prit une profonde inspiration et commença à descendre. L'air du sous-sol était épais, saturé d'humidité et de silence, comme si le temps lui-même s'y était figé en poussière et en obscurité. Claire descendait les marches, sa lampe torche tremblant légèrement dans sa main, chaque pas résonnant contre les murs de béton, amplifiant la tension qui lui serrait la poitrine. Max, juste devant elle, avançait avec la précision de quelqu'un qui connaît les lieux, flairant attentivement et lançant de fréquents regards en arrière pour s'assurer que Claire le suivait toujours. Le sol était jonché de débris de bois, de vieux journaux et de cartons empilés dans un désordre inquiétant. Claire avançait prudemment, contournant les obstacles, jusqu'à ce que Max s'arrête brusquement devant un mur fissuré, colla, son museau au sol, et se mit à creuser avec frénésie, comme si quelque chose d'essentiel, de pressant, se trouvait là. Claire s'agenouilla à ses côtés et vit qu'une des planches du sol cédait sous la pression. Elle la tira avec effort, révélant une petite ouverture où l'air semblait encore plus lourd. Un faible gémissement s'en échappa, et elle sut aussitôt qu'ils avaient retrouvé quelqu'un. Sans perdre un instant, Claire appela les agents qui l'accompagnaient, demandant de la lumière et du renfort. Avec précaution, elle dirigea sa lampe torche dans l'ouverture et aperçut, recroquevillé dans l'ombre la plus profonde, le corps fragile d'un adolescent qui tremblait. Ses yeux grands ouverts, sa respiration courte, sa peau couverte de saleté, et dans les traits de son visage, quelque chose de familier. Le garçon semblait terrifié, mais aussi soulagé de voir des visages humains différents de ceux qui l'avaient enfermé. Claire lui parla doucement, tentant de le rassurer, et lentement il se glissa hors de sa cachette, les bras tremblants, la voix rauque murmurant des mots confus. Lorsqu'il parvint enfin à se tenir debout, il fixa Claire, comme pour chercher une protection, puis chuchota « Il a dit qu'il reviendrait aujourd'hui, elle pour nous ». Cette phrase résonna en Claire comme un coup de tonnerre, et les agents autour d'elle échangèrent des regards, comprenant que la situation était bien plus grave qu'ils ne l'imaginaient. L'adolescent, identifié quelques minutes plus tard comme Léo, disparu depuis 2 semaines, révéla qu'il n'était pas seul. D'autres enfants avaient été enlevés à différents moments, retenus dans des lieux qu'ils ne pouvaient pas décrire, mais dont ils se souvenaient des odeurs, des sons, des menaces. L'homme qui les avait capturés portait un uniforme, parlait avec autorité et disait que personne ne se méfierait de quelqu'un comme lui.
Claire sentit un frisson glacé lui remonter l'échine, une mémoire douloureuse prenant forme dans son esprit. Elle connaissait ce genre de discours, cette manière de manipuler la confiance. Max resta aux côtés de Léo tout le temps, lui offrant sa présence comme un bouclier silencieux. Le garçon, encore apeuré, caressait le chien de ses mains tremblantes, comme si ce contact était l'encre qui l'empêchait de sombrer dans les souvenirs de l'horreur. Claire savait que chaque seconde comptait désormais. Si le ravisseur comptait vraiment revenir, alors le piège était sur le point de se refermer et peut-être, enfin, de révéler le visage sombre qui se cachait derrière un uniforme. Il était un peu plus de 16 heures lorsque les renforts arrivèrent, silencieux, discrets, se dispersant autour des lieux comme des ombres entraînées. Claire avait demandé un soutien immédiat après le témoignage de Léo et observait maintenant les agents prendre position stratégiquement autour de la maison abandonnée, guettant le moindre mouvement. Le sous-sol avait été transformé en poste d'observation, et même si la tension envahissait l'atmosphère, elle gardait les yeux rivés sur l'extérieur, comme si le temps lui-même pouvait être retenu par la force de sa concentration. Max, assis à ses côtés, respirait calmement, mais ses oreilles restaient en alerte, prêtes à capter le moindre bruit, la moindre odeur inhabituelle. La maison, figée, semblait retenir son souffle, en attendant l'inévitable. Le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de nuances orangées, transformant les ombres en figures longues et menaçantes. Claire, pourtant aguerrie, sentait l'anticipation vibrer dans chaque fibre de son corps. Quelque chose approchait. Ce fut peu avant la tombée de la nuit qu'une silhouette apparut. Un homme marchait d'un pas décidé sur le chemin de terre, menant à l'entrée latérale de la propriété. Il était vêtu simplement, mais sa démarche était assurée, presque militaire. Claire n'eut besoin que de quelques secondes pour le reconnaître, et le choc lui coupa le souffle. C'était le capitaine Hervé, son ancien mentor, l'un des policiers les plus respectés de la division de protection de l'enfance. Pendant des années, elle l'avait admiré, lui avait fait confiance comme à un membre de sa propre famille, et maintenant, il se tenait là, approchant du théâtre d'un crime qu'il avait lui-même orchestré. Claire sentit le monde vaciller, mais son instinct professionnel reprit le dessus. Elle ordonna un silence total, attendit le moment précis. Lorsque Hervé poussa la porte de la maison et fit quelques pas à l'intérieur, il fut aveuglé par les lampes torches et encerclé par des voix fermes. « Police !» Les mains en l'air. La scène qui suivit fut tendue. Hervé, un instant figé, semblait atteint par une vérité qu'il savait inévitable. Plutôt que de fuir ou de résister, il leva lentement les mains, croisant le regard de Claire. « Oh, tu ne comprendrais pas !» murmura-t-il d'une voix basse, presque résignée. Mais Claire ne répondit pas. Elle resta droite, le regard ferme. Max, à ses côtés, grognait doucement sans toutefois avancer. L'ancien capitaine fut menotté. Sur place, conduit hors de la maison sous les regards silencieux et le poids d'une trahison presque palpable. Claire le regarda monter dans le véhicule de police, son esprit submergé de souvenirs, de conseils, de moments partagés avec un homme qui, derrière son uniforme impeccable et ses discours d'honneur, cachait une vérité pourrie et dangereuse. La révélation d'Hervé comme responsable du réseau d'enlèvement d'enfants provoqua une onde de choc dans toute la police. Personne n'aurait imaginé qu'un homme considéré comme un symbole de droiture et de courage puisse être à l'origine d'actes aussi odieux. L'impact sur ses collègues fut immédiat. On entendait l'incrédulité, la colère, les murmures traversaient les couloirs du commissariat comme un vent glacial. Claire, cependant, savait que ce n'était pas la fin. Car même avec Hervé en prison, une question terrible la hantait. Avait-il agi seul, ou d'autres visages? Tout, aussi familier, dissimulait-il des secrets derrière leurs sourires et leurs uniformes impeccables. Dans les jours qui suivirent l'arrestation d'Hervé, l'ambiance au sein du commissariat oscillait entre un silence pesant et des murmures d'incrédulité. Pour Claire, cependant, il n'était pas question d'hésiter. Elle se replongea dans les dossiers, consulta d'anciens cas classés et analysa des rapports qui autrefois paraissaient sans importance.
Quelque chose en elle battait avec la conviction profonde qu'Hervé n'avait pas agi seul. Max l'accompagnait chaque jour, telle une ombre fidèle, couchée au pied de son bureau, attentif au moindre de ses gestes, comme s'il partageait, lui aussi, le poids de cette mission encore inachevée. Claire réexaminait des photos, traçait des liens, et peu à peu, le puzzle prenait forme. Des dates concordantes, des disparitions non élucidées, et surtout, des connexions indirectes entre Hervé et un petit réseau d'anciens collègues écartés de la police pour des raisons troubles. Les pièces étaient là, dissimulées sous une couche de normalité, et ce qui ressemblait à de la paranoïa devenait peu à peu une vérité difficile à accepter. C'est par une nuit pluvieuse, presque symbolique, qu'une découverte mit fin au doute. Une adresse oubliée dans les archives, mentionnée brièvement dans une ancienne plainte, jamais sérieusement étudiée. Claire partit discrètement, accompagnée uniquement de Max et d'une équipe de confiance. L'endroit était une propriété rurale, isolée, entourée de végétation dense et d'un silence lourd. Le décor semblait tout droit sorti d'un cauchemar. Hangar délabré, cabane de fortune, traces d'occupation récente. Claire avança avec prudence, sentant l'air s'alourdir à mesure qu'ils approchaient. Max, nerveux, courut en tête, flairant frénétiquement, jusqu'à s'arrêter devant une porte cadenassée par de lourdes chaînes. Les aboiements du chien résonnèrent comme une alarme, et les agents agissaient avec précision. En forçant la porte, ils découvrirent 3 enfants, apeurés, affamés, mais vivants. Les expressions sur leurs visages trahissaient les horreurs qu'ils avaient endurées, et en voyant Max, certains éclatèrent en larmes, s'agrippant à lui comme s'il représentait leur premier contact avec l'humanité depuis des jours. Le sauvetage fit la une des journaux, provoquant une vague d'émotion à travers le pays. Claire devint un symbole de courage et de ténacité, mais refusa les projecteurs. Pour elle, le véritable héros était Max, ce chien qui avait traversé les années et le silence pour apporter des réponses que nul autre n'aurait pu trouver. Le lien entre eux était devenu indestructible. Max vivait désormais avec Claire, dormant à ses pieds, partageant ses silences nocturnes et les premiers rayons du matin. Il n'avait pas seulement sauvé des vies, il avait ravivé en elle quelque chose de profond, la foi, longtemps enfouie sous la douleur et la trahison. Des mois plus tard, lors d'une cérémonie simple, Max reçut une médaille d'honneur pour son courage, et Claire, à ses côtés, sourit enfin sans poids sur les épaules. En le regardant, elle sut que le pire était derrière eux, et que, même dans les ténèbres les plus profondes, un seul être, guidé par la loyauté et l'amour, pouvait être la lumière qui sauve.